Ma sœur, Chloé, a levé son téléphone en murmurant « Elle va craquer ». Le restaurant s'est tu. Les fourchettes se sont figées en l'air. J'ai ouvert l'enveloppe. Papier épais, encre noire, 4 signatures, une seule phrase qui a fissuré quelque chose de profond en moi. Nous, les Sinclair, renonçons par la présente à tout lien parental avec Émilie Sinclair. Mon cadeau de fin d'études. Ma mère me regardait, s'attendant à des larmes. Mon père attendait que je m'effondre. Au lieu de cela, j'ai plié les papiers, les ai mis dans mon sac, et j'ai dit la seule chose à laquelle aucun d'eux ne s'attendait, merci. Parce qu'aucun d'eux ne savait qui allait prononcer mon nom ensuite. Grandir chez les Sinclair, c'était moins faire partie d'une famille que d'être évalué par un jury d'examen. Tout, chaque geste, chaque souffle, chaque réussite était mesuré, pesé, comparé, et d'une manière ou d'une autre, quoi que je fasse, je ne faisais jamais le poids. Mon père, Philippe Sinclair, n'était pas un père au sens traditionnel. Il ne demandait pas comment j'allais. Il demandait des résultats. Quel est le retour sur investissement de tes choix, Émilie, m'a-t-il lancé un jour quand je lui ai dit, à 16 ans, que je voulais faire de la science des données. Ma mère, Catherine, n'était pas différente, sauf qu'elle dissimulait son jugement derrière un sourire poli et des tailleurs parfaitement repassés. Elle aimait dire « Nous élevons des gagnants dans cette famille », tandis que son regard glissait par-dessus moi pour se poser sur ma sœur aînée, Chloé, la pièce maîtresse des Sinclair. Chloé correspondait sans effort à leur moule, cheveux brillants, note parfaite dans sa grande école de commerce, charme facile. Si les Sinclair organisaient un dîner, j'étais toujours présenté en dernier. « Voici Émilie », disait ma mère avec cette intonation d'excuse. Elle est encore en train de se chercher. Je détestais cette phrase. Elle me traitait comme une phrase inachevée. Les invités hochaient poliment la tête avant de se tourner vers Chloé, l'interrogeant sur ses stages à Londres, ses séances photos pour des magazines, son avenir prometteur. Pendant ce temps, je me tenais à côté de la pyramide de coupes de champagne, retenant mon souffle, attendant que quelqu'un, n'importe qui, me pose une question sincère. Cela arrivait rarement. À la maison, les dîners étaient encore pires. La salle à manger sentait la cire de bois de cèdre et les attentes silencieuses. Le lustre au-dessus de la table projetait une lumière fracturée sur les assiettes, donnant à chacun l'air d'un reflet dans un verre brisé. Mon père parlait chiffres et fusions d'entreprises. Ma mère parlait de galas de charité. Chloé parlait d'elle-même. J'ai appris très tôt à garder la voix basse, mes questions plus discrètes, et mes rêves invisibles. Un soir, à 19 ans, j'ai trouvé le courage de parler. « Papa, on m'a proposé un poste d'assistante de recherche », ai-je dit doucement. Il n'a pas levé les yeux de son verre de vin. « Non rémunéré pour l'instant ? Alors ce n'est pas une réussite. » Chloé a ricané derrière son verre d'eau. Je me souviens avoir serré ma fourchette si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je me souviens avoir voulu me lever, faire claquer ma chaise, hurler que le succès n'est pas toujours immédiat, que la valeur ne se mesure pas uniquement en euros. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que dans la maison Sinclair, le silence n'était pas seulement attendu. C'était une question de survie. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans ma chambre, fixant le plafond. Les murs étaient minces. J'entendais mes parents féliciter Chloé pour sa discipline, son potentiel, son éclat. Et dans cette obscurité, j'ai réalisé quelque chose qui me hantrait pendant des années, je n'étais pas la fille dont il se vantait. J'étais la fille qu'il retirait du montage. Mais être effacé a une étrange conséquence, vous apprenez à vous construire discrètement, régulièrement, à partir des pièces qu'ils n'ont pas réussi à remarquer. Et un jour, ces pièces deviennent plus acérées que leur jugement. Les gens supposent qu'être la personne discrète signifie que vous n'essayez pas, que vous ne vous battez pas. Mais discret ne veut pas dire faible. Discret signifie simplement que personne n'a pris la peine d'écouter. Pendant ma 2e année à la grande école, j'ai commencé à empiler les réussites comme une armure, bourse d'études, bourse de recherche, prix académique. S'il y avait un concours, je postulais. S'il y avait une conférence, j'y assistais. J'ai tellement vécu à la bibliothèque que les gardiens de nuit ont commencé à apprendre ma commande de café. Un après-midi, j'ai transféré un email à mes parents. J'avais remporté un prix national du mérite, dans le top 1%. Cela semblait être quelque chose de grand, quelque chose qu'ils ne pourraient pas ignorer. Ma mère a répondu 6 heures plus tard, « Félicitations, ma puce. Journée chargée. On en reparlera plus tard. » Nous n'en avons jamais reparlé.
Chloé m'a trouvé dans la cuisine ce week-end-là, appuyée contre le comptoir en marbre comme si elle possédait le sol sous elle. Dit-elle en rejetant ses cheveux parfaits en arrière. Tu es intelligente. D'accord. Je veux dire, intelligente comme une geek. Mais tu n'es pas le genre d'intelligence qui se fait remarquer. J'ai figé. Remarqué par qui? Par tous ceux qui comptent. Elle l'a dit si négligemment, comme si c'était un fait bien connu. Puis elle s'est éloignée, se dandinant vers une autre séance photo de charité, le genre où elle souriait aux caméras et prétendait vouloir aider son prochain malgré n'avoir jamais exercé un seul travail payé au SMIC de sa vie. J'aurais dû y être habitué, mais chaque fois qu'il me rejetait, une petite partie de moi se fissurait et une autre s'endurcissait. Vers cette époque, mon professeur, le professeur Dubois, m'a abordé après le cours. Émilie, avez-vous déjà envisagé de travailler sur la recherche en IA appliquée? J'ai cligné des yeux. Moi. Oui, vous. Vous voyez des schémas que les autres manquent. J'ai un projet. Je pense que vous seriez parfaite pour cela. Ce moment a tout changé. J'ai rejoint une petite équipe, juste moi, Maya et Lucas, travaillant sur une IA de routage prédictif pour des entreprises de logistique. Ce n'était pas glamour, mais c'était important. Nous passions des nuits à manger des pizzas froides, à coder jusqu'au lever du soleil, à nous disputer sur les algorithmes, à rire des bugs dans le système. C'était la première fois depuis des années que je me sentais égal, vu. Bien sûr, ma famille n'a pas compris. Un dimanche soir, ma mère m'a demandé comment se passait l'école. Je lui ai parlé du projet d'IA. Elle a cligné des yeux 2 fois, confuse. IA pour la logistique? Est-ce que quelqu'un s'intéresse vraiment à ça? Mon père n'a pas levé les yeux de son téléphone. Émilie, si tu consacres autant de temps à quelque chose, assure-toi que ce soit rentable. Ça le sera, ai-je dit doucement. Il a émis un petit son désinvolte qui signifiait qu'il ne me croyait pas. Plus tard cette nuit-là, dans ma chambre, je fixais mon ordinateur portable ouvert, des lignes de code brillant en bleu. Cela ressemblait à un monde différent de celui d'en bas. Un monde où les gens construisaient des choses, créaient des choses au lieu de démolir les autres. Mes efforts n'étaient pas suffisants pour eux, mais ils construisaient quelque chose de plus grand que leur approbation. Pièce par pièce, ces efforts deviendraient la chose même qu'ils n'ont jamais vu venir. 2 jours avant la remise des diplômes, la discussion de groupe familial s'est allumée, 3 bulles, 3 noms. Philippe, Catherine, Chloé, un message est apparu, dîner de remise des diplômes pour Émilie, le pavillon Dauphine, 19h. Tenue correcte exigée. Pas d'émoji, pas de chaleur, juste des ordres. J'ai cliqué sur le lien de réservation par habitude. La liste des invités est apparue, Sinclair, Philippe. Sinclair, Catherine. Sinclair, Chloé. Il n'y avait pas de Sinclair, Émilie. Mon propre dîner de remise de diplôme, et je n'étais pas sur la liste des invités. Au début, j'ai cru à une erreur, un bug, un problème de formatage. Puis, Chloé m'a envoyé un SMS privé. Ne te prends pas la tête. Cette phrase est restée dans ma poitrine comme un poids, comme si elle savait exactement ce qu'elle disait et exactement ce qui allait arriver. J'ai fixé le téléphone pendant longtemps, attendant un message de suivi. Quelque chose de normal, quelque chose de fraternel. Rien n'est venu. Cette nuit-là, mon appartement semblait plus froid que d'habitude. Je me suis assise au bord de mon lit, faisant défiler de vieilles photos de famille, les portraits Sinclair triés sur le volet, soigneusement mis en scène, Noël, le brunch de Pâques, Chloé au centre, papa avec une main fière sur son épaule, maman inclinée vers la caméra la plus proche, et moi, Émilie Sinclair, toujours légèrement sur le côté, à moitié éclairée, à moitié vue, à moitié incluse. Il y avait une photo que je ne pouvais pas m'empêcher de regarder, Chloé, souriant largement, brandissant sa lettre d'acceptation dans une grande université américaine. J'étais derrière elle, flou en arrière-plan, tenant le sac de l'appareil photo, pas sous les feux de la rampe. Toute mon enfance pouvait être résumée par cette photo. J'ai fermé la galerie, je l'ai rouverte, je l'ai fermée, je l'ai rouverte. Cela m'a frappé avec une clarté si nette que cela a fait l'effet d'une coupure. Ma famille se préparait depuis des années à me supprimer. Les signes avaient toujours été là, la façon dont papa évitait le contact visuel quand je mentionnais mes recherches, la façon dont maman faisait l'éloge de Chloé publiquement, mais le mien en privé seulement quand personne ne pouvait entendre, la façon dont Chloé disait « notre famille », comme si cela ne m'incluait pas, le réarrangement subtil des chaises,
les moments où il s'attribuait le mérite du succès de Chloé mais traitait le mien comme des accidents. Je ne m'étais juste jamais permis de le croire. Mais maintenant, en voyant mon absence sur cette liste de réservation, pour mon propre dîner, j'ai compris quelque chose de brutal, il ne prévoyait pas de me célébrer. Il prévoyait de se séparer de moi. Je me souviens avoir saisi le bord de mon bureau tandis que les lumières de la ville vacillaient contre ma fenêtre. Des voitures passaient en dessous, chacune étant un rappel que le monde extérieur continuait de bouger, même lorsque le vôtre s'effondrait. Ma boîte de réception bourdonnait de mails, félicitations de professeurs, offres de stage, demandes de projets, toutes des réussites qu'il n'avait jamais vues ou ne s'était jamais soucié de voir. Pendant un instant, j'ai senti une piqûre dans ma poitrine, un deuil discret pour la famille que je pensais avoir. Mais sous cela, autre chose s'est éveillée, quelque chose de dur, de stable, une pensée, s'il se préparait à quelque chose, moi aussi. Le dîner ne se déroulerait pas comme il s'y attendait. Pas cette fois. J'en avais fini d'être la fille poussée sur le côté du cadre. Le matin après ce choc de réservation, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, avant le soleil, avant le bruit, avant que les doutes n'aient une chance de se glisser à nouveau dans ma tête. Mon appartement était sombre, peint de douces lignes bleues provenant des lampadaires extérieurs. Pour la première fois depuis longtemps, le calme ne m'a pas étouffé. Il m'a renforcé. Une notification par email a clignoté sur mon écran. Objet, mise à jour de la rentrée. Émilie Sinclair sélectionnée comme oratrice étudiante. Mon souffle s'est coupé. Le professeur Dubois m'avait nominé pour le prix des jeunes innovateurs et pour le discours de remise des diplômes, quelque chose que l'université ne donnait qu'à un seul étudiant chaque année. J'ai relu l'email 3 fois jusqu'à ce que les mots me paraissent réels. Quelques instants plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Le professeur Dubois, c'est votre moment, Émilie. Maîtrisez-le. Discrètement. Discrètement. Le mot a atterri dans ma poitrine comme une étincelle. Toute ma vie, le silence m'avait été imposé. Maintenant, pour la première fois, je le choisissais et je l'utilisais. Ce jour-là, au lieu de pleurer ou de m'effondrer, j'ai commencé à organiser. Chaque certificat que j'avais gagné, chaque lettre de bourse, chaque approbation de recherche, chaque ligne de code que j'avais écrite pour le projet d'IA, je les numérisais et classais. J'ai créé des dossiers cryptés, des archives horodatées, des classeurs physiques, non pas pour ma famille, non pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour me prouver que j'avais raison, car je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Mon travail avait une signification, mon esprit avait une signification, et bientôt quelqu'un allait le reconnaître. Maya et Lucas sont venus ce soir-là, les bras chargés de boîtes à emporter et d'enthousiasme sans filtre. Émilie, le modèle d'optimisation est stable, a dit Lucas. Les simulations atteignent 14%. C'est un changement majeur dans l'industrie. Maya a presque dansé dans mon salon. On présente la semaine prochaine et crois-moi, les entreprises regardent. Je leur ai parlé du dîner, de la réservation, de l'absence de mon nom. Maya s'est figée à mi-bouchée. Ils ne t'ont pas incluse à ton propre dîner de remise des diplômes? Lucas a murmuré. Ta famille est dérangée. J'ai ri doucement, non par humour, mais par libération. Pour une fois, je ne les défendais pas. Cette nuit-là, après leur départ, j'ai préparé une nouvelle tasse de café et je me suis assise près de la fenêtre, la pluie striant la vitre comme des applaudissements discrets. C'était la première fois que je voyais ma vie non pas comme une série d'échecs aux yeux de mes parents, mais comme une série de victoires auxquelles ils n'avaient jamais prêté attention, et cela m'a donné du pouvoir. J'ai réorganisé mon bureau, alignant tout avec une précision presque cérémonielle. Ordinateur portable centré, dossiers empilés par ordre d'importance, mes notes de projet disposées comme des tremplins vers quelque chose de plus grand. Puis j'ai glissé 2 documents dans un élégant dossier gris, que j'avais acheté il y a des années, mais que je n'avais jamais utilisé parce que je sentais que je n'avais rien d'assez digne à y mettre. Maintenant, j'en avais plus qu'assez. Alors que minuit approchait, je me suis murmuré, s'ils s'attendent à ce que je m'écroule, c'est qu'ils ne prêtent pas attention. Et peut-être qu'ils ne l'avaient jamais fait, mais le monde était sur le point de le faire, parce que discrètement, très discrètement, j'avais commencé à m'élever. La semaine du symposium des startups de l'université a été comme se tenir au bord d'une falaise, terrifiante, excitante et irréversible. Chaque soir précédant l'événement, j'ai répété ma présentation jusqu'à ce que ma voix se brise. J'ai pratiqué les transitions, affiné les visuels, corrigé les modèles de données et débogué le code jusqu'à ce que le ventilateur de mon ordinateur portable sonne comme un hélicoptère.
Le matin de l'événement, Maya m'a tendu un café avec un sourire tremblant. Prête à changer ta vie? Lucas a ajouté. Ou du moins à détruire le marché de la logistique tel que nous le connaissons. J'ai souri, mais mon estomac se tordait. Debout dans les coulisses, j'entendais les applaudissements étouffés pour le pitch de l'équipe précédente. Leur idée avait été impressionnante, mais la réaction du public semblait différente, polie, tiède. Quand mon nom a été appelé, la pièce est devenue étrangement silencieuse. J'ai marché vers le centre, la lumière du projecteur chaude sur mon visage, et j'ai cliqué sur la première diapositive. Je suis Émilie Sinclair, ai-je commencé. Et voici un système qui ne fait pas que prédire des itinéraires, il prédit des économies. J'ai montré les graphiques, les simulations, les réductions de coûts, mais la salle n'a réagi que lorsque j'ai atteint la démonstration en direct. Les chiffres se sont mis à jour à l'écran, coût du carburant en baisse de 14,3%, temps de livraison en baisse de 11,8%, marge d'erreur proche de zéro. Puis le silence. Lourd. Électrique. Et soudain, des applaudissements. Pas poli, pas tiède, mais fort, réel. Quand les lumières se sont rallumées, un homme de grande taille dans un costume de couleur anthracite sur mesure se tenait près de la scène, me regardant avec un air que je ne pouvais déchiffrer. Il s'est approché lentement, fendant la foule. « C'est vous qui avez construit ça ?» Sa voix était grave, stable. Chaque ligne de code, ai-je dit, mon cœur battant. Il m'a tendu la main. Antoine Mercier, PDG de Transport Mercier. Mon souffle s'est coupé. Transport Mercier était l'une des plus grandes entreprises de logistique en France. Votre modèle est disruptif, a-t-il dit. Mais plus important encore, il est juste. Il privilégie l'efficacité sans exploiter les chauffeurs ni imposer des délais irréalistes. J'ai cligné des yeux. Personne dans ma famille ne m'avait jamais félicité d'une manière qui me faisait me sentir vu, mais cet étranger l'a fait après 5 minutes. Nous nous sommes rencontrés à nouveau l'après-midi suivant, puis 2 jours plus tard. À la 3e réunion, Antoine a glissé un dossier sur la table du café, de la même manière que mon père glisserait un jour une lettre de reniement sur une table de dîner. À l'intérieur se trouvait une lettre d'intention. Transport Mercier voulait acquérir notre technologie pour 6,5 millions d'euros, en plus de m'offrir un poste de directrice de l'optimisation après l'obtention de mon diplôme. J'ai fixé le chiffre jusqu'à ce qu'il se trouble, mes mains tremblantes. Pourquoi moi, ai-je murmuré. Antoine s'est penché en avant. Parce que vous avez construit quelque chose de brillant pendant que les gens autour de vous n'ont pas réussi à le remarquer. Et ça dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Personne n'avait jamais encadré ma lutte comme une force. Quand j'ai finalement signé le document, une vague de calme m'a envahi. Pas de triomphe, pas de fierté, l'équilibre. C'était la vie que j'avais construite à partir du silence. La semaine suivante, ma famille me tendrait leurs lettres. Mais j'avais déjà la mienne, et elle valait bien plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. La nuit précédant mon dîner de remise de diplôme, la ville derrière ma fenêtre bourdonnait de la chaleur de l'été et de la circulation lointaine. À l'intérieur, mon appartement était étrangement immobile, comme si le monde s'était arrêté juste assez longtemps pour que je puisse inspirer avant que tout ne change. J'ai étalé les documents sur mon bureau, la lettre d'intention signée, l'accord d'acquisition, le résumé officiel de l'évaluation, le contrat de travail, tous estampillés, tous scellés, tous réels. Le même genre de papier que mon père vénérait, sauf que ceci ne venait pas de lui. Ceci venait de moi. J'ai glissé chaque document dans l'élégant dossier gris que j'avais acheté il y a des années, mais que je n'avais jamais jugé digne d'utiliser. Ce soir, il avait enfin un but. Mes mains bougeaient plus lentement que d'habitude, presque cérémonieusement, comme si je savais que je préparais des preuves pour un procès, où je n'étais pas l'accusé, mais le témoin de ma propre renaissance. Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. À demain, chérie. Grande soirée. J'ai fixé les mots, goûtant l'amertume en dessous. Grande soirée. Elle n'avait pas tort, juste pas pour la raison qu'elle croyait. J'ai préparé ma tenue pour demain, un blazer bleu marine, un haut blanc net, des bijoux subtils, rien de tape à accent grave-l'œil, juste intentionnel, professionnel, le genre de look qui disait « Je n'ai pas besoin de votre approbation ». J'ai apporté la mienne. Puis est venue la partie la plus difficile. J'ai ouvert le tiroir à côté de mon lit et j'ai sorti une vieille carte d'anniversaire. Celle que mes parents m'ont donnée quand j'ai eu 10 ans. Le recto avait une étoile scintillante.
À l'intérieur, de l'écriture de ma mère à notre petite rêveuse. J'aimais ce surnom jusqu'à ce que je réalise qu'ils n'y croyaient pas vraiment. Ils aimaient l'idée d'une enfant rêveuse. Pas d'une femme déterminée. J'ai placé la carte à côté du dossier. Passé et présent, côte à côte. L'un écrit dans la fantaisie, l'autre fondé sur la preuve. On a frappé, ce qui m'a surprise, Maya et Lucas, les bras pleins de collations de fin de soirée. On ne va pas te laisser paniquer toute seule, a déclaré Maya en entrant. Lucas a jeté un sac de chips sur la table. Tu vas bien? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Demain, ils vont montrer leur vraie couleur. Maya a reniflé, comme s'il ne l'avait pas déjà fait. Nous avons ri, mais il y avait une douleur en dessous. Quand ils sont partis, j'ai tamisé les lumières et je suis retourné à la fenêtre. La ville brillait, chaude, vivante, indifférente. La vue m'a fait réaliser quelque chose, ma famille n'avait jamais été le centre de mon monde. Ils étaient juste le bruit le plus fort à l'intérieur. Et demain, ce bruit allait enfin se taire. J'ai pris le dossier gris, le tenant près de moi un instant avant de le placer doucement dans mon sac. Qu'ils me donnent leurs lettres. Qu'ils pensent qu'ils mettent fin à quelque chose, car dans moins de 24 heures, ils découvriraient la vérité, je n'avais plus besoin d'une famille pour me valider. J'avais construit un avenir qui tenait seul. Solide, documenté, indéniable. La tempête arrivait. Mais pour la première fois, ce n'était pas moi qui allais être emporté. Le jour de la remise des diplômes a été comme sortir au soleil après avoir vécu des années sous terre. Mais cette chaleur n'a pas duré longtemps. Le soir, je me tenais devant le pavillon Dauphine, le restaurant que mes parents adoraient. Nappe blanche, lustre doré, musique de violon assez douce pour vous faire chuchoter. J'ai lissé mon blazer, j'ai maîtrisé ma respiration et je suis entré. L'hôtesse a levé les yeux. Réservation, famille Sinclair, ai-je dit. Elle a scanné la liste et a hésité, exactement comme je m'y attendais. Mon nom n'était pas là, mais elle a forcé un sourire. Par ici, mademoiselle Sinclair. L'hésitation dans sa voix disait tout. La salle à manger brillait sous des lustres en forme de cascade gelée. Et à la table du coin le plus éloigné, ma famille était assise sous cette auréole de lumière coûteuse. Mon père, Philippe, a levé la main avec la fausse chaleur qu'il réservait à ses collègues. Ma mère, Catherine, rayonnait comme une politicienne. Et Chloé, elle a immédiatement orienté son téléphone, la caméra enregistrant déjà. J'ai marché vers eux lentement, chaque pas résonnant plus fort que le violon. Émilie, chérie, a roucoulé ma mère, se levant pour m'embrasser dans le vide à côté de ma joue. Une si grande soirée. Assieds-toi, a dit mon père, comme s'il donnait un ordre à un employé. Je me suis glissé dans la chaise. Mes mains sont restées croisées sur mes genoux, stables, illisibles. Un serveur est apparu instantanément, déposant une enveloppe blanche immaculée près de mon assiette. Je savais déjà, mais mon père avait besoin de sa performance. Il a éclairci sa gorge. Émilie, a-t-il commencé. Nous avons réfléchi à l'avenir. Ma mère a ajouté, ses perles captant la lumière. Tes choix ne se sont pas alignés sur la direction de la famille. Chloé a ajouté, nous voulons juste ce qui est le mieux pour nous tous. Elle l'a dit avec un sourire assez tranchant pour couper du verre. Mon père a tapoté l'enveloppe. Ceci vient de nous tous. Chloé a levé son téléphone plus haut, chuchotant, c'est ça. Elle va craquer. Tout le restaurant est tombé dans un silence, sentant le drame. J'ai pris l'enveloppe. Le papier était épais, cher, formel, légalement contraignant. À l'intérieur, un document de reniement complet. 4 signatures, tous les liens coupés, toutes les dettes rompues, toute connexion effacée. Mon cadeau de fin d'études. J'ai posé le papier doucement. Ma mère s'est penchée en avant. Émilie, dis quelque chose. Alors je l'ai fait. Merci. Le mot a frappé la table comme un couteau tombé. Mon père a cligné des yeux. Ma mère s'est raidie. Le téléphone de Chloé a vacillé. Pardon, a demandé mon père. J'ai dit, merci. J'ai plié le document 1 fois, 2 fois. Calme, délibéré. Cela rend les choses plus faciles. Leur confusion a été instantanée et délicieuse. Avant qu'ils ne puissent se reprendre, j'ai tendu la main dans mon sac et j'ai posé mon dossier sur la table. Gris, net, lourd.
Ma mère a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai ouvert vers eux. La première page a brillé sous le lustre. Accord d'acquisition Transport Mercier. 6,5 millions d'euros. Émilie Sinclair, directrice de l'optimisation. Chloé a halté si fort que les têtes se sont tournées. Mon père s'est penché plus près, l'incrédulité serrant sa mâchoire. Ça n'est pas réel. C'est très réel, ai-je dit doucement. La voix de ma mère s'est brisée. Tu as vendu quelque chose sans nous? J'ai construit quelque chose, ai-je corrigé. Et puis je l'ai vendu. Chloé feuilletait les pages maintenant. Souffle rapide. Antoine Mercier. Le Antoine Mercier? Il a signé ça? J'ai tapoté doucement le coin inférieur. Regardez de près. C'est sa signature. Le visage de mon père est devenu pâle. Il m'a regardé comme les gens regardent des étrangers qu'ils ont sous-estimés. Émilie, pourquoi ne nous as-tu pas dit? Je l'ai fixé, laissant le silence répondre pour moi. Parce que vous n'avez jamais demandé. Parce que vous ne vous en êtes jamais soucié. Parce que vous n'avez jamais cru. Mais tout ce que j'ai dit était, vous m'avez appris que les résultats comptaient. Alors voici mes résultats. Ma mère a secoué la tête avec incrédulité. Nous ne savions pas. Nous ne savions pas que tu faisais tout ça. Vous n'avez jamais regardé. Mon père a dégluti difficilement. Émilie, peut-être devrions-nous reconsidérer. J'ai fermé le dossier. Le léger clic était plus fort que n'importe quel cri. Gardez votre lettre, ai-je dit, faisant glisser les papiers de reniement vers eux. J'ai déjà la mienne. L'ironie planait dans l'air comme du verre brisé. Le téléphone de Chloé n'enregistrait plus. Elle l'avait baissé lentement, comme si elle était témoin de sa propre défaite. Pour la première fois de ma vie, mon père n'avait pas de mots. Ma mère n'avait pas de sourire. Chloé n'avait pas de public. Je me suis levé. Cette famille ne m'a jamais vu, ai-je dit, la voix ferme. Mais le monde, si. J'ai tourné les talons. Derrière moi, j'ai entendu ma mère murmurer, « Qu'est-ce qu'on fait ?» Mon père a chuchoté en retour, « Rien. Il n'y a rien qu'on puisse faire. » Leur silence m'a suivi à travers le restaurant. Pas lourd, pas douloureux, mais satisfaisant. Je suis sorti dans l'air chaud de la nuit, mon cœur battant doucement, puissamment. Les lampadaires brillaient. Le monde se sentait plus grand, plus léger, enfin à moi. Derrière moi, à l'intérieur du restaurant, ma famille est restée figée sous la lueur du lustre, exactement là où ils avaient essayé de me garder toute ma vie. Mais j'étais sorti, et je ne reviendrai pas. L'air nocturne à l'extérieur du pavillon Dauphine était différent, comme si le monde avait pivoté d'1 degré. Et seul moi l'avais remarqué. Je suis resté sur le trottoir un instant, laissant la brise fraîche m'envelopper, me stabilisant après la tempête que je venais de traverser. Mon téléphone a vibré. Un message de Chloé. Émilie, s'il te plaît. On peut parler? Je ne savais pas qu'ils allaient faire ça. Ce n'était pas censé arriver. J'ai fixé le message, les poings clignotant comme si elle était désespérée de se racheter. J'ai posé mon téléphone face contre terre. Pour une fois, le silence n'était pas quelque chose qui m'était imposé. C'était quelque chose que je choisissais. J'ai marché vers chez moi lentement, chaque pas me semblant plus léger que le précédent. La ville bourdonnait autour de moi, camions de livraison, voitures qui passaient, le grondement lointain d'un train. Des sons ordinaires, des sons honnêtes, rien à voir avec la perfection artificielle du monde de ma famille. Quand j'ai atteint mon appartement, les lumières du couloir ont vacillé doucement. J'ai déverrouillé la porte, je suis entré et j'ai expiré une longue et régulière respiration. Je me sentais comme si j'avais retenu toute ma vie. J'ai posé mon sac sur le comptoir et le dossier gris à côté. Les documents à l'intérieur étaient toujours impeccables, intacts par le chaos du dîner. Mon avenir se sentait de la même manière, protégé, délibéré, indéniable. Puis j'ai sorti les papiers de reniement. Je ne les ai pas relus. Ils ne le méritaient pas. J'ai plié soigneusement les feuilles et je les ai glissées derrière le cadre de mon diplôme fraîchement imprimé. Un endroit calme, presque cérémoniel, non pas caché, non pas honoré, juste placé en ordre. Preuve du moment où ils m'ont laissé partir. Et le moment où je les ai laissés partir. J'ai fait une tasse de thé. La vapeur s'élevait en douce spirale. Pour la première fois,
mon appartement ne se sentait pas seul. Il se sentait à moi. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Chloé. Je ne l'ai pas ouvert. Certaines choses ne sont pas censées recevoir de réponse. Certaines choses sont censées faire écho dans le silence. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la ville s'étendre au loin, les lumières clignotant en rythme, les gens se déplaçant avec détermination, la vie se déroulant sans hésitation. Et dans le verre, je me suis vu réfléchi, non pas la fille oubliée, non pas l'ombre de Chloé Sinclair, mais une femme qui est sortie d'une pièce conçue pour l'étouffer et qui a respiré malgré tout. Les familles se brisent bruyamment, mais la paix se reconstruit discrètement. Ils ont mis fin à notre relation, mais moi,